reparti, attends. Vas-y. Je voudrais reprendre votre débat en le cadrant sur la question des mimétiques rivalitaires ou amour véritable. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui recoupent. Et donc on peut reprendre le débat à partir de... Ça, par contre, ça vaut pas le coup de le garder. Mais ça, on peut le coter, ça, au Non, mais ça, on le vient, oui. cut. D'accord, on est libre, quoi. En gros. Voilà, donc moi la question que je voulais soulever, c'est à propos de ce triangle amoureux Daisy, Gatsby et Tom. Et je rajouterais finalement à ce triangle, ce qui est important, la foule. La foule des prétendants, puisque ce qui est indiqué j'y reviendrai par Jordan Baker quand elle raconte l'histoire de Daisy et de Gatsby, puisqu'en fait elle se rend compte, parce que lors d'une fête, Gatsby qui la prend à part, et elle se rend compte qu'elle a déjà rencontré Gatsby. Et elle l'a rencontré au moment effectivement où Gatsby, officier, etc., va finalement tomber amoureux réciproquement de Daisy, alors qu'elle est en fait la femme la plus courtisée du camp. Et d'ailleurs, elle dit, on aimerait tous qu'un homme nous regarde de cette manière-là. Alors là, c'est le regard uniquement de Gatsby. Mais au fond, à ce regard de Gatsby s'ajoutent tous les autres regards des prétendants. Donc elle est le centre rêvé des désirs, on va dire. Où elle est celle qui est désirée par tous les hommes, et notamment des hommes de haute naissance. Puisque là, et d'ailleurs, c'est ce qui fait justement frétiller la mère, parce que la mère, elle est complètement hystérique, d'une certaine manière, à l'idée effectivement que sa fille soit comme ça, dans ce bain comme ça d'hommes de haute volée, de grande naissance. Elle épouse un bon parti. Et voilà, et donc savoir quelle partie elle va épouser, et comment aussi elle se... Donc à un moment donné, il dit arrête de trottiner, donc il faut qu'elle se comporte justement de telle manière à séduire les très bons partis qui se présentent. Et il se trouve que dans l'eau, il y a une espèce de mouton noir, évidemment qu'on ne distingue pas, parce qu'en uniforme, tout le monde est égal. Et voilà, et donc il y a un mouton noir qui est Gatsby, qui est un homme sans dessous au milieu de tous ces... Et d'ailleurs, c'est tout ça qui va générer aussi ce que tu appelles le fantasme, toute la construction imaginaire et aussi matérielle de Gatsby est comment dirais-je, est orientée par cette construction, d'être à la hauteur des modèles avec qui il entre en rivalité. Donc, même le palais qu'il se fait construire est à l'image du palais des parents de Daisy, où quand il va pour la première fois chez elle, il est complètement fasciné par la demeure somptueuse où vit Daisy. Voilà, et donc, effectivement, quand tu dis qu'il demande à Daisy d'attendre le temps qu'il se construise un personnage, au fond, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire avec justement l'idée d'Oxford, l'idée c'est là-dessus aussi que va l'attaquer évidemment Tom Buchanan lors de ce fameux défi, de ce fameux duel à New York. Voilà, sur sa réputation. Alors, il l'attaque comme ça d'ailleurs. Alors, il paraît-il que vous avez été à Oxford, et là-dessus, bon voilà, c'est la guerre des égos qui démarre, et qui va finir effectivement par la défaite de Gatsby. Bon. Voilà, tout ça pour dire que cette question du désir mimétique ou amour véritable démarre là, d'une certaine manière. Est-ce que tu permets juste une petite intervention, justement pour suivre le fil du film à propos de cette scène. Dans cette scène, ce qui est très intéressant, c'est que c'est Tom Buchanan qui attaque sur l'idée d'un mensonge à propos d'Oxford. C'est-à-dire qu'il attaque Gatsby en disant « Vous n'avez jamais été à Oxford, à quel moment ?» Donc c'est un usurpateur, il veut prouver que c'est un usurpateur. Voilà. Et là, cette première bataille, en réalité, est gagnée
par Gatsby, parce que Gatsby prouve qu'il a en effet été, non seulement il a été à Oxford, mais qu'en plus il a été héroïque pendant la guerre, etc. Donc il en profite pour placer aussi cela. Et là, Daisy se réjouit, parce qu'elle voit que que Gatsby peut se défendre. Par contre, on se dit que le débat pourrait se clore à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est Gatsby qui provoque un nouveau Tom et qui demande à Daisy au supplice de lui dire « tu n'as jamais aimé ton mari ». Et c'est là que lui s'effondre en fait. C'est parce qu'il exige quelque chose, il exige en fait qu'elle mente par orgueil pour lui. C'est-à-dire qu'en fait lui n'accepte pas qu'elle ait pu aimer un autre homme entre-temps. Et donc c'est là que lui va perdre la seconde bataille qui est la plus importante, et c'est là où, parce que lui, il est à l'initiative de cette phrase malheureuse où il lui demande à elle, et c'est là que Tom comprend que là, il peut remporter le morceau en quelque sorte. Mais au fond, justement, quand on essaye de faire je dirais la répartition entre amour, désir, orgueil, etc., on voit bien que ce n'est pas le seul ingrédient. La question de l'amour et de la différenciation entre les deux. Et il y a aussi l'amour propre. Comment dirais-je? Ce que veut Gatsby, c'est que Tom le traite en égal. Et il lui dit, à un moment donné, mais vous, votre mérite, il ne tient qu'à l'argent, etc. Bon, Et j'en ai autant que vous. Bon. Et l'autre lui dit, non, même si tu as autant d'argent, nous sommes différents, et ça, de naissance, nous ne sommes pas les mêmes, nous ne sommes pas du même monde, etc. Et là, on voit bien et d'ailleurs, Daisy le sait, etc. Et là, Daisy ne le sait pas du tout. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si on suit la scène, encore une fois, en réalité, Tom provoque Gatsby à ce moment-là, et Gatsby s'énerve. Et en fait, il menace Tom d'un coup de poing, et il s'arrête, bien sûr. Et à ce moment-là, Tom comprend qu'il a gagné. C'est là où il y a la bascule. C'est-à-dire que Daisy, à ce moment, ne sait pas encore si elle va choisir Tom ou Gatsby. Mais quand elle voit que Gatsby a craqué et ils parlent tous les deux de sang-froid et ils parlent de gentleman. Un gentleman ne s'énerve pas, il se contrôle, il se contient. Et en fait, l'énervement de Gatsby, c'est ce qui prouve qu'il n'est pas un gentleman. C'est-à-dire qu'il s'est énervé. Et en fait, quel est l'aveu derrière ça? C'est que il est dans ce désir. Un voyou. Voilà, c'est un voyou. Il retrouve en quelque sorte la nature qui est la sienne d'après Tom. Et donc Tom a gagné parce qu'il est arrivé. Absolument. Voilà. Donc là aussi, on est dans cette complexité de la narration et de la fiction qui est très intéressante. Et d'ailleurs, voilà, moi, si tu permets, ça me permettrait de revenir sur la question, puisqu'on est sur Girard, et on en a beaucoup parlé, toi et moi aussi, sur le fait que Girard distingue, à mon goût en tout cas, beaucoup trop peut-être le désir et l'amour. C'est-à-dire que moi je crois que dans la vie, le désir et l'amour sont très difficiles à distinguer, ils sont tellement imbriqués l'un avec l'autre qu'on ne sait pas exactement. Or, la modélisation girardienne oblige, en quelque sorte, à faire un distinguo assez net. Or, je dirais que c'est un peu comme le bon grain est livré, il faut prendre beaucoup de temps pour... Enfin, lui, il a distingue, pardon, mais lui, Girard distingue les deux, mais ce qu'il ne cesse de dire, c'est que les deux sont totalement imbriqués dans la vie réelle, enfin, et Girard notamment... ne le dit pas beaucoup. Écoute, quand il étudie notamment Shakespeare, c'est tout son propos consiste à dire que précisément les deux, on voudrait tant que les deux soient équivalents. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement, on est dans un désir mimétique, on croit être dans l'amour, mais non, on est dans ce désir mimétique et on n'est pas dans l'amour. L'amour parfait n'existe pas, pratiquement pour... Mais ce que tu dis là, c'est que finalement, il établit bien un distinguo entre le désir mimétique, c'est-à-dire que justement... C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas impressionner par la manifestation du désir qui, selon lui, n'est pas une manifestation du désir, mais il ne se laisse pas impressionner par la manifestation de l'amour qui, selon lui, n'est pas une manifestation de l'amour, mais une manifestation du désir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Oui, mais justement, là qu'on rejoint, mais tu vois bien qu'on... Lui fait la différence. Oui, c'est ça. Elle n'existe pas. Et c'est là où moi j'ai du mal avec Girard. C'est-à-dire qu'à mon avis, sa modélisation établit une différence trop rigide. C'est-à-dire, mais à mon avis, c'est le propre de la théorie. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que l'œuvre d'art peut-être transcende la théorie? C'est-à-dire que la théorie, c'est ce qui, justement,
est obligée de distinguer parfois un peu artificiellement. Or, l'œuvre d'art, ce qu'elle fait subtilement, c'est qu'elle montre bien que ces distinguos qu'établit la théorie sont très difficiles, voire même impossibles, à mon avis, à établir. Alors, et c'est ça qui fait qu'à mon moi, je fais avis... juste une parenthèse là. Est-ce qu'on doit se lancer dans une critique girardienne, enfin dans une critique de Girard plus exactement, à partir d'une œuvre quelle qu'elle soit, cinématographique ou autre, ou est-ce qu'on doit suivre malgré tout, enfin, tu vois ce que je veux dire, le canevas Moi, je pense girardien. que c'est bien. Les deux, on peut faire D'accord. et une Donc lecture, ça, et une lecture. Non, on peut garder. Non, on peut, Enfin, on on peut le couper garde, cette je remarque. ne souhaite pas que ce soit. Oui, voilà. Se garde. Non, En revanche. ce que je veux dire, moi si j'ai bien compris, Ça, toi c'est tu ne une veux pas bonne qu'on fasse cette remarque sur le fait est-ce qu'on garde, voilà, là on pourra s'entendre après le débat, est-ce qu'on garde la partie. Moi je pense que ça fait partie du travail sur Girard, d'avoir Oui, aussi c'est un rapport vrai. critique à Girard. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'au fond, le problème c'est que là, dans le débat l'emporte un peu sur la démonstration. C'est-à-dire que tu as voulu intervenir sur mon propos, et bon, même quand je voulais venir sur le terrain du second ingrédient, bon, voilà, tu mets en débat, bon, et ça ne me permet pas d'aller tout à fait au bout de... Peut-être couper ça. Hein. Non, mais on va le couper, mais c'est facile de couper. Mais je trouve qu'au fond, on est en train de mettre en forme ce qu'on. À mon avis, là, on est dans work in progress, exactement. À mon avis, est-ce qu'on va être dans. Chacun va exposer, parce qu'à mon avis, ça peut être très intéressant de faire en sorte que le débat soit vivant par les réactions que ça crée presque en direct. Parce qu'à mon avis, là on est en train de dire des choses substantielles, on n'est pas en train juste de débattre et de pinailler sur un petit détail. Sauf qu'il faut, malgré tout, il faut aller au bout de la démonstration, parce que Oui. sinon on n'a pas le débat et on n'a pas la démonstration. Alors, laissons effectivement aller d'abord au bout de la démonstration, peut-être sans interrompre pendant quelques minutes, en laissant la personne garde tes aller... lignes. Voilà, et Pour après le la débat. fin. Ouais, je pense que ça c'est. D'ailleurs, ce qu'on avait fait la dernière fois. Oui, je trouvais que ça fait plutôt bien fonctionner. Parce qu'au fond, Alors, donc, parce que c'est pas simple non plus, justement, de faire une démonstration sans lire. Sans aller au bout, oui, bien sûr. Et puis sans perdre. Déjà, sans aller au bout. Sans aller au bout, certes, mais sans perdre le fil de sa Alors, vas-y, reprends ton fil. Donc, il y avait un deuxième point apparemment qui s'annonçait. Alors, moi, je fais comme si, mais. Enfin, moi, je vous mets en garde un truc quand même, c'est qu'après, on a des enregistrements extrêmement longs, ça devient très fastidieux après d'aller chercher... découper là-dedans, quoi. D'aller découper Non, mais et tout. Donc, faisons gaffe, là. Si on doit faire des coupes, là, par exemple, moi, j'en aurais fait une, par exemple. Mais là, c'est évident qu'il va y avoir des coupes. Non, mais, sur ce débat-là qu'on est en train d'avoir sur la forme même. Je parle du travail après. Là, je ne sais pas si c'est Gilles qui va se taper ça, mais c'est très long. Là, c'est la technique là qui parle. Il faut y penser. Donc, il faut être très. C'est pour ça que c'est concis, c'est pour ça que c'est bien d'aller. L'idéal, c'est de faire du tourné-monté, c'est-à-dire aller droit au but et ne pas s'égarer, et puis faire des séquences pratiquement montées. C'est pour ça que c'est bien d'aller jusqu'au bout de la démonstration. C'est vrai. Et qu'ensuite, après, il y a les réflexions, débats. Faire attention à ça, parce que après, on a un autre avec des kilomètres.